passionnée par les enfants et l'éducation depuis toujours. Et comme je l'aime à dire, je suis chercheuse en parentalité et éducation positive depuis quasi 18 ans que je suis mère. Et ce, dans mon laboratoire de recherche expérimentale et de développement en sciences de l'éducation, à savoir mon foyer, riche de 4 enfants, 18, 14, 12 et 5 ans. Laboratoire dans lequel j'étudie, je me forme, j'explore et surtout j'expérimente de nombreuses alternatives éducatives dans une approche par tâtonnement expérimental, autrement dit, essai-erreur, essai-erreur. Ce qui développe du coup une bonne dose de remise en question, d'improvisation, d'imagination, d'adaptation, avec en plus un grand goût pour tout ce qui a trait au partage, aux échanges, et aussi une grande curiosité pour tout ce qui concerne les apprentissages et les pédagogies alternatives, héritage sans doute de mon passé d'enseignante, métier que j'ai exercé pendant 10 ans. Et en fait, j'ai souhaité faire d'un métier ce qui m'a manqué à moi en tant que maman, et qui continue de me manquer à moi en tant que maman, à savoir accompagner, soutenir, guider, encourager, transmettre des outils d'éducation positive à toute personne en relation avec des enfants, donc des parents, des grands-parents, des professionnels. Voilà pourquoi je me suis formée pendant 2 ans au métier d'écoutante, de la relation d'aide, de coaching, à l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles d'Isabelle Filosa. C'est une école pluridisciplinaire qui s'inscrit dans le courant de pensée de la psychologie positive et humaniste et qui forme au métier de psychopraticien, coach parental, coach de vie. Et qui propose aussi des stages de développement personnel. Donc n'hésitez pas à vous approcher de cette école si ça vous intéresse, c'est très très riche. Si bien que ce soir, je me présente à vous en tant que consultante en parentalité et éducation, activité que j'exerce en cabinet, principalement à Sargé-lès-Le-Mans, mais aussi à Salé-sur-Sarthe et en structure. Je me permettrai de détailler un petit peu plus ce que je propose à la fin de mon intervention. Pour vous présenter ce que je vous ai préparé, j'ai eu l'ambition, peut-être démesurée, vous me direz, de proposer une vision globale de cette nouvelle façon de concevoir la relation aux enfants, en y présentant tous les tenants et les aboutissants, autrement dit en vous proposant un tour qui se veut exhaustif, complet, même si ça va rester un survol général. Chaque point mériterait à lui seul vraiment un exposé à part entière. Mais mon idée, voilà, c'était de réunir dans une seule même présentation tout ce qui fait sens et qui finalement est un tout solidaire autour de cette approche. En tous les cas, ça ne concerne aussi que ce que j'ai expérimenté et appris, autrement dit, ce n'est que mon point de vue. Je ne suis vraiment pas là pour vous présenter, vous délivrer la bonne parole, il n'y en a pas. Encore moins pour vous présenter un nouveau dogme, ce qui pourrait quand même être la tendance, tant il y a un engouement autour de cette philosophie, et là non plus, c'est vraiment pas ma position. Vous prenez ce qui vous parle de ce que je vais dire, et ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté tout simplement. Mon idée, c'est vraiment d'accompagner chacun à trouver ce qui va être bon pour lui et les enfants dont il s'occupe. Voilà. Et du coup, je vais commencer d'ailleurs par vous donner la parole, puisque je ne tiens pas la vérité, je suis là aussi pour m'enrichir de nos échanges. Quand vous voyez l'expression éducation positive, parentalité positive, qui est quand même une expression qui est en train de passer dans le langage courant dans longtemps, qu'est-ce que ça évoque pour vous en un ou deux mots? Quelle image vous viennent? Quelle représentation vous vous faites de cette expression? Je vais écrire les mots que vous me proposez là sur le paperboard. Merci. Je vais peut-être passer à micro. Est-ce qu'il pourrait... Ouais, merci. Donc, est-ce que vous avez comme ça un ou deux mots qui vous viennent? Communication. Et bienveillance. Bienveillance. Calme. J'ai cru entendre calme. Calme. Prendre en compte la parole de l'enfant. Parole de l'enfant. Prendre en compte. Parole de l'enfant. Écoute et empathie. J'ai entendu empathie, mais pas le début. Écoute et empathie. D'autres idées? Non, on a fait le tour. Respect. Respect. Avoir une bonne image
Lâcher prise. Une bonne image de soi. Bonne image de soi. Confiance. Allez, il me reste encore la place pour écrire 2-3 mots. Vous avez encore des idées? Valoriser. Amour. Allez, on va finir sur celui-là. Alors, je vais pousser un peu le pétambourin pour avoir un peu plus de place. Alors, en disant tout ce qu'on vient d'écrire là, si je n'oublie pas de dire tout ce que j'aimerais vous dire, à un moment donné ou à un autre, chacun de ces mots devra arriver dans ma bouche. Parce que je vous propose effectivement, je reviens en arrière, d'aller élaborer ensemble cette question de comment cultiver des relations épanouies avec les enfants qui respectent et les besoins des enfants et les besoins des adultes. Alors, une chose avant de commencer qui me tient aussi à cœur de vous dire, il n'y a pas de style éducatif idéal, il n'y a pas de parents parfaits, pour reprendre le titre d'un livre d'Isabelle Filiosa. Il y a pour moi des adultes qui se posent des questions, des parents chercheurs. Vraiment, j'adore cette expression. En fait, on est invité dans ce courant de pensée à cheminer auprès de nos enfants, à grandir auprès d'eux, à nous améliorer, à augmenter notre compréhension de leur réalité. Autrement dit, on va tendre vers l'éducation positive, on va tendre vers la bienveillance éducative, mais pour moi, ce n'est pas un état qui serait à atteindre. Alors effectivement, cette façon d'accompagner les enfants, on la qualifie d'éducation positive. Vous avez peut-être déjà entendu aussi éducation non violente, bienveillante, respectueuse, empathique. Peu importe en fait les qualificatifs. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est sur ce chemin, on va pouvoir s'appuyer sur des ressources nouvelles, des connaissances nouvelles qui vont nous guider et nous inspirer. Il y a vraiment des fondements scientifiques récents qui sont arrivés dans la connaissance du développement de l'être humain et ça va être précieux pour nous aider. Premier champ scientifique sur lequel on va pouvoir s'appuyer, c'est les sciences humaines qui ont depuis 50-60 ans découvert ce dont l'être humain a besoin pour créer et nouer de bonnes relations. Autre champ scientifique, alors encore plus récent, celui-ci, c'est les neurosciences affectives et sociales. Je vous invite à ce propos à lire, il y a 3 livres là, très récents qui sont parus, les livres du docteur Catherine Guéguin, pédiatre français, pour une enfance heureuse et vivre heureux avec son enfant, et puis un encore plus récent qui fait actuellement grand bruit, celui de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Ces 3 livres en particulier compulsent les dernières recherches de ce domaine scientifique qui est tout jeune, début de ce siècle, 15 ans d'existence, qui étudie les neurosciences affectives et sociales, en fait ce qui se passe dans le cerveau de l'être humain lorsqu'il entre en relation avec quelqu'un, lorsqu'il rencontre quelqu'un, lorsqu'il éprouve des émotions, des sentiments. Et ce qu'elles ont validé, ces neurosciences, quelque chose qu'on pressent assez instinctivement, intuitivement, l'être humain est un être éminemment social. Son cerveau a besoin de l'amour des autres pour se développer correctement. Et le dernier champ scientifique, on va pouvoir puiser aussi des ressources nouvelles pour nous aider dans notre envie de nous améliorer, c'est la psychologie positive et humaniste, qui considère que l'être humain porte en lui les ressources pour trouver les solutions à ses problèmes. Et les enfants sont dotés de ce potentiel inouï, incroyable, qui est souvent très peu exploré par nous, très peu exploité par nous les adultes, afin de trouver par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Alors si maintenant on rentre dans le vif du sujet, de quoi il s'agit, selon moi, lorsqu'on parle d'éducation positive, eh bien, il y a 3 piliers, 3 fondements, 3 socles sur lesquels on va pouvoir vraiment s'appuyer. Le premier, c'est un regard, une autre façon de regarder les enfants, qui vient vraiment à l'opposé peut-être de ce qu'on a reçu jusqu'alors, qui est hérité de la psychanalyse, qui a été fortement culturellement en France intégrée, où finalement, même si ça a été une révolution dans la connaissance du développement humain, l'héritage de la psychanalyse nous fait porter un regard plutôt noir sur les enfants, où il s'agit de les regarder plutôt comme des êtres capricieux, manipulateurs, aux bas instincts, qui auraient des pulsions polymorphes, il s'agirait de contenir pour les faire devenir des adultes responsables. Or, les travaux sur l'attachement validés donc par les neurosciences, qu'est-ce qu'ils nous ont révélé? Eh bien, le petit homme, c'est un être de besoin, de relation,
un être éminemment social, et ce, dès la naissance. Alors je vous fais un tout petit focus sur l'attachement. Là, il faudrait vraiment un exposé à part entière. En France, la seule spécialiste du sujet, c'est Nicole Guédenier. Si vous êtes intéressé, allez voir sur YouTube certaines de ses conférences, elles sont vraiment très riches. Dans ma bibliographie, vous y trouverez aussi un livre. Que nous dit l'attachement, qui a été découvert en fait par John Bowlby, pédopsychiatre, psychanalyste anglais au siècle dernier. Il a mis 30 ans à élaborer sa théorie. Depuis, elle a été vraiment validée par de très nombreuses études en psychologie du développement ou des neurosciences. Eh bien, le petit homme, dès la naissance, est doté de compétences relationnelles, sociales, émotionnelles, avec cette fonction biologique puissante que sont les pleurs pour attirer la présence à lui d'un plus fort et plus grand que lui afin d'assurer sa survie. C'est fondamental pour assurer sa protection, pour lui assurer du réconfort. Il a besoin de la présence physique, du contact physique d'adultes pour grandir sainement. Et ce besoin d'attachement, ce besoin de trouver réconfort et protection auprès d'un plus grand et plus fort que soi, comme nous disait John Bowlby, comme il aimait à le dire, il perdure du berceau au tombeau. Bien sûr, d'intensité et de fréquence décroissante au fur et à mesure que l'individu croît, mais tout au long de notre vie d'être humain, dès qu'on est en situation de stress, de détresse, de vulnérabilité, de fragilité, on a besoin de se rapprocher de nos figures d'attachement en qui on va trouver du réconfort, de l'attention. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment fondamental. Ça va nourrir la sécurité, le sentiment de sécurité intérieure de l'enfant en construction. Et ce qui est en plus important à savoir, c'est que ce plein de sécurité, s'il n'est pas fait suffisamment, l'enfant ne pourra pas du coup enclencher un autre besoin qui est celui d'explorer l'environnement dans lequel il évolue. Pour qu'un enfant s'ouvre aux apprentissages et s'ouvre à l'exploration, il a besoin d'abord et avant tout d'être sécurisé affectivement intérieurement. Deuxième pilier sur lequel on va s'appuyer pour construire cette autre façon d'être auprès des enfants, c'est une autre façon de les accompagner en utilisant ce que j'ai appelé des outils positifs. Alors pas dans l'idée qui viendrait en opposition à quelque chose de négatif, mais dans l'idée qu'ils vont être constructifs. On va s'attacher sur ce chemin-là à davantage montrer, guider l'enfant comment on voudrait qu'il se comporte plutôt que de lui interdire. Exemple, un enfant qui est submergé par l'énergie de la colère, au lieu de lui interdire ou de la ressentir ou de l'exprimer, parce qu'effectivement souvent ils expriment très mal leur colère, en tapant le plus petit, en tapant l'adulte, en détaillant du matériel, eh bien on va l'autoriser à exprimer son émotion en lui disant ok, t'es en colère, viens par exemple dans cette pièce à l'écart, tu vas pas pouvoir taper dans ce coussin, crier dans ce coussin, ou viens faire un dessin, me montrer comment elle est grosse ta colère, ou là c'est de la pâte à modeler, de la pâte à pain, bref, montrer à l'enfant que oui, il peut exprimer sa colère en sécurité pour lui, pour les autres et dans le respect mutuel de nos besoins. Et dernier pilier sur lequel aussi va s'appuyer cette façon d'accompagner les enfants, c'est une autre façon de regarder la relation qu'on va tisser avec eux. Et là, on va vraiment sortir de cette vision binaire qui est héritée du passé, dans laquelle d'ailleurs on se trouve toujours acculé dans notre quotidien de parents, quand on est dans l'impuissance et démunis face aux situations qui nous posent problème. Ces deux attitudes qui, en plus, au jour d'aujourd'hui, ne fonctionnent plus avec les enfants d'aujourd'hui, et c'est tant mieux parce que ce sont des postures de rapport de force. La première, c'est la posture autoritaire, où finalement on va dominer l'enfant, on va prendre le pouvoir sur l'enfant qui lui va se trouver dans la relation, va dominer les perdants dans la relation. Et puis la posture complémentaire, où cette fois on va laisser le pouvoir à l'enfant, c'est lui qui va être gagnant dans la relation, et nous l'adulte perdant. Et bien en fait, là on est invité vraiment à envisager autrement la relation qu'on souhaite tisser avec les enfants, une relation dans laquelle ceux-ci vont pouvoir se développer en tant que personne, mais nous aussi adultes en tant que personne, dans une relation que Thomas Gordon, psychologue américain, appelle gagnant-gagnant. Je vous reparlerai d'ailleurs plus en détail de Thomas Gordon parce que son travail, moi, m'a vraiment beaucoup inspiré. Alors rapidement, la question du pourquoi, avant de s'intéresser longuement à la question du comment faire autrement, qui est quand même le gros chantier sur lequel on est appelé. Pourquoi changer nos pratiques éducatives? Pourquoi sortir de l'éducation punitive, répressive, que 90% de l'humanité a connu ou continue de connaître? Là, je ne parle pas de maltraitance, je parle de ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. Celle où on va effectivement faire des rapports de force avec les enfants, du coup avoir peut-être des attitudes blessantes envers lui, que ce soit des comportements, des blessures physiques ou morales qui peuvent lui être infligées. On sait aujourd'hui sans plus aucun doute possible en quoi cela porte préjudice au développement de l'enfant. C'est extrêmement délétère pour son cerveau.
Cette zone ici, qui est entre nos deux yeux, qui s'appelle le cortex orbitofrontal, c'est la zone du cerveau évolué de l'être humain qui permet de réguler les émotions, de gérer, de mettre à distance la situation, d'analyser, de prendre aussi des décisions, de développer son empathie. Elle finit de maturer à seulement 25 ou 30 ans. Et jusqu'à là, elle va être extrêmement sensible à toutes les interactions avec l'environnement. Qu'est-ce qu'on a observé? Par exemple, cette zone-là, elle va être beaucoup plus petite dans le cerveau d'un individu qui a connu la violence éducative dans son enfance. Autre zone du cerveau qui va être altérée, l'amygdale, qui est la glande qui déclenche le circuit du stress dans notre organisme, va être plus réactive. L'hippocampe, qui est une autre zone du cerveau qui permet de mémoriser, qui est donc très importante pour les apprentissages, va être plus petite. Du coup, ça va aussi altérer les capacités d'apprentissage. Bref, l'éducation répressive, punitive, sans parler donc de maltraitance, mais juste peut-être de l'humiliation, des rejets, ça va altérer le développement de la personnalité, ça aura des conséquences sur la santé physique et psychique de l'individu, qui pourra du coup développer des troubles du comportement, comme de l'agressivité, de la violence, des tendances suicidaires, dépressives et des conduites addictives. Et puis au-delà de tout ça, qu'est-ce que ça transmet à l'enfant? Ça lui apprend à reproduire la violence qui va apprendre à retourner ou contre lui ou contre les autres. Parce que l'éducation par la crainte, par la peur, par la soumission, ça n'enseigne pas du tout le respect, ça n'enseigne pas la coopération, ça apprend à l'individu à se soumettre à la violence ou à être dominé par la violence. Ça grésille. Pardon. Là, vous m'entendez? Je vais vous dire si ça marche. En tous les cas, voilà, retenons que l'enfant, c'est un être en construction. C'est pas du tout un adulte en miniature. Il est immature à tous ses niveaux. Au niveau donc de son cerveau, il est extrêmement fragile et malléable avec toutes les interactions dans l'environnement. Et alors, au-delà de ces effets négatifs, surtout ce qu'on sait de nouveau aujourd'hui, c'est les effets positifs que une relation, pour reprendre les termes du docteur Guillen, aimante, soutenante, bienveillante, empathique, va avoir comme conséquence positive sur le développement de l'enfant. Ça va permettre, quand on parente un enfant, c'est-à-dire quand on le console, quand on le câline, quand on lui prête attention, et ce, quel que soit son âge, à l'adolescence comprise, on en a énormément besoin encore à l'adolescence. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Et bien, dans le cerveau, on sécrète des molécules neuronales qui vont faire maturer le cerveau, faire des connexions, si bien que le cerveau va développer ses compétences cognitives. Autrement dit, l'enfant va devenir plus intelligent, mais ça va aussi avoir des conséquences sur toute son affectivité. Ça va développer ses compétences relationnelles, émotionnelles, sociales. Et au-delà de ça, eh bien, nous qui avons à cœur d'aider nos enfants à grandir de façon épanouie, ça va leur permettre de cultiver toutes ces qualités qu'on rêve de leur transmettre, à savoir une bonne image d'eux-mêmes, de l'estime de soi, une bonne confiance en eux, un sens des responsabilités, de l'autonomie, de l'autodiscipline, du respect, de l'empathie. Et au-delà de ces conséquences positives sur le développement de l'individu, ça va avoir aussi des conséquences sur la relation qu'on va pouvoir tisser avec eux, puisque cette relation va s'en trouver plus complice, plus joyeuse, et du coup le quotidien va se trouver plus léger. Parce que oui, encourager, aimer, soutenir son enfant, c'est vraiment du carburant, comme dit Isabelle Filosa, un booster de croissance. Ça va vraiment aider l'enfant à développer son potentiel de façon optimum. Alors attaquons-nous maintenant au grand chantier du comment transformer nos façons de faire avec les enfants. En premier lieu, comment transformer notre regard sur leur comportement pénible, négatif, qui nous pose problème. En premier lieu, pour moi, il s'agit de comprendre ce qu'est un comportement. Qu'est-ce qui motive nos enfants à agir comme ils le font. Et là, retenez cette chose importante, tout être humain, tout enfant, est mu par une intention positive, de s'intégrer, de s'adapter dans l'environnement dans lequel il vit. Aucune des actions qu'il va produire n'est détachée de cette intention positive. C'est vraiment cette intention qui le pousse à agir, à produire des comportements qui vont être acceptables ou non, adaptés ou non à la société ou à l'environnement familial ou à l'environnement de l'école. Et ils ont besoin de nous, les adultes, pour les guider, pour leur apprendre qu'est-ce qui est acceptable dans ces différents environnements. Il faut vraiment avoir cette conscience-là que le petit homme veut vraiment comprendre le monde dans lequel il vit pour s'y intégrer et donc intégrer les règles de vie. Il est naturellement porté à coopérer. Alors pour l'aider à comprendre quels sont les comportements acceptables ou inacceptables pour nous l'adultes et quels sont les comportements adaptés à la société, il s'agit de retenir qu'un comportement, si on veut donc changer, transformer l'expression qui nous pose problème sans blesser, ça s'appréhende par nos sens.
ça s'aborde de façon très objective, autrement dit, un comportement qui se pose problème, je le vois, je l'entends, je le touche. Il ne s'agit pas d'aller mettre des connotations négatives avec des jugements, des étiquettes, des interprétations qui enfermeraient en plus l'enfant. Le pouvoir de l'effet Pygmalion est très puissant sur le développement de l'individu. Quand on attend quelqu'un qui se comporte de telle ou telle façon, et ben, cette personne va se comporter de la façon dont on l'attend. Exemple, si vous regardez toujours un enfant en disant qu'est-ce que tu es maladroit, t'arrêtes pas de tout faire tomber, tu peux pas faire attention, et bien cet enfant-là, il va que vous montrer des maladresses. Il ne pourra pas vous montrer qu'il est aussi capable d'être habile parfois et de développer son habileté. Donc, essayons, quand on veut solutionner des situations problématiques avec les enfants, de couper notre radio mentale, d'être un peu comme un micro, comme une radio qui enregistrerait la scène qui nous pose problème pour la décrire de façon factuelle afin de la dénouer, de la solutionner. Donc ça, c'est pour expliquer de façon extérieure les motivations aux enfants, alors au comportement des enfants. Mais après, si on va plus loin, il y a des motivations intérieures, plus profondes, qui, elles, ne sont pas visibles à l'œil nu. Le comportement pénible d'un enfant, en fait, c'est ni plus ni moins que la partie émergée d'un iceberg qui relie à toute sa vie intérieure, tout son vécu intérieur. Ce n'est qu'une stratégie pour répondre à quoi? À ses besoins, des besoins profonds qui sont signalés dans son corps par les émotions. Les émotions, ce sont des réactions physiologiques d'adaptation de l'organisme à la situation. Autrement dit, c'est un peu comme des voyants lumineux qui s'allumeraient sur un tableau de bord pour signaler qu'il y a un problème, en l'occurrence un besoin à prendre en charge. Et donc, dans cette approche, on va vraiment essayer de regarder les comportements pénibles des enfants comme l'expression véritable de besoins profonds. Certes, l'enfant ne sait pas le dire en mots de façon appropriée, c'est sa façon de le communiquer, que ça va être à nous, adultes, d'aller donc chercher, s'intéresser à cette cause plutôt de vouloir s'intéresser simplement aux symptômes. Alors, avant de réfléchir à quelle réponse donner à nos enfants pour que ce soit respectueux de leurs besoins et des nôtres, ça va nous demander aussi quand même de cultiver avant des postures intérieures un peu différentes qui vont être extrêmement efficaces et pédagogiques vis-à-vis de l'enfant. La première, elle est liée à ce que je viens de vous dire. Il va s'agir d'apprendre à décoder, à regarder au-delà du comportement, à accueillir toute la légitimité sans jugement des besoins et des émotions de l'enfant et de voir que derrière les comportements difficiles, souvent se cache une demande d'attention, de réconfort. Autrement dit, au lieu de vouloir réprimer, comme si on mettait un couvercle sur une casserole de lait qui déborde, le comportement débordant de l'enfant, qui ne va pas empêcher le lait de continuer à déborder, continuera à déborder. Et bien là, on va chercher la raison, la cause. Pourquoi ça déborde? Est-ce que j'ai pas mis le feu trop fort? Est-ce que j'ai pas un récipient trop grand ou trop petit par rapport à la quantité de liquide? Donc vraiment, là, on va se connecter à ce qui se cache derrière le comportement. On va essayer de ne pas prendre de façon frontale et pour nous les provocations des enfants. Alors bien sûr, qui dit besoin à contenter, à combler, il s'agit d'apprendre à les identifier, à les reconnaître pour pouvoir du coup les satisfaire de façon plus efficace. Alors là, je ne vais pas parler des besoins fondamentaux physiques, biologiques, comme par exemple la sécurité physique, le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique. Je vais parler de besoins relationnels. Et alors pour vous aider dans ce décryptage et savoir quels sont les besoins des enfants, il n'y en a que deux fondamentaux chez l'être humain. Le premier, j'en ai déjà un peu pas mal parlé, c'est celui d'attachement. Oui, le petit homme, l'enfant, a besoin physiologiquement, biologiquement du regard, de la présence, du contact physique, de l'attention de l'adulte pour grandir sainement. Il a besoin donc de temps partagé, de câlins, de réconfort, de tendresse pour arriver à grandir sainement. Et le deuxième besoin aussi fort que le besoin d'attachement, c'est le besoin d'exercer sa liberté, d'éprouver son libre arbitre, son pouvoir personnel. Tous les enfants ont besoin de se sentir à l'origine de leur comportement. Et ce besoin de liberté, comment on peut le contenter par exemple, en offrant des choix tout petits aux enfants. Par exemple, un petit qui apprend à faire sa toilette, tu préfères te laver les dents avant ou après d'être mis en pyjama. Un plus grand, pour les devoirs, comment tu préfères t'organiser. On commence d'abord par s'y mettre, comme ça après tu as la soirée tranquille, ou tu préfères d'abord te détendre et t'y mettre ensuite. Ensuite, autre posture pour aider à combler ce besoin de liberté et de pouvoir personnel chez les enfants, c'est de prendre en considération quand les enfants nous font des demandes, toi, qu'est-ce que tu as envie, quel est ton avis? Je pense par exemple à des pré-ados ou ados qui demandent à sortir, où est-ce que tu voudrais aller, avec qui, tu
compte rentrer comment, tu as envie d'aimerais rentrer à quelle heure, et du coup négocier, accepter de négocier sur, partant des besoins de l'enfant, dire vous, quels sont vos besoins, vos limites. Pour telle et telle raison, moi je ne suis pas ok pour que tu rentres avec une personne qui risque d'être alcoolisée, je préfère que tu me téléphones. En même temps, j'ai besoin d'un temps de sommeil suffisant, donc j'ai besoin de dormir jusqu'à tant d'heures, enfin je ne peux pas te permettre de sortir au-delà de cette certaine heure, par exemple. Et puis de co-créer ensemble les règles de vie à l'échelle de la famille, mais pourquoi pas aussi à l'échelle de l'école, parce que plus on fera des règles participatives, plus on augmentera l'adhésion des enfants et donc le risque, on augmentera nos chances, pas le risque, nos chances qui respectent ces règles. Parce que retenez que à toute contrainte surgit une force d'opposition. Aucun humain ne supporte la contrainte. Et donc dès qu'on va poser une limite, une contrainte à l'enfant, si c'est un individu sain, il va se rebeller. Et à mon sens, le seul cas où on est amené à poser la contrainte, et je vous ai mis d'ailleurs la photo de l'enfant qu'on attache dans la voiture, c'est la sécurité. Où là, effectivement, on va poser la contrainte sur l'enfant, il va se rebeller, et pour lever cette force d'opposition qui émane naturellement, déjà faire preuve d'empathie, en disant ouais, c'est pas drôle d'être attaché dans la voiture. Et après, ce qui aide les enfants à accepter les contraintes, c'est quand elles sont applicables à tous. Tu vois, moi aussi je m'attache en voiture parce que pour ma sécurité à moi aussi, si la voiture freine totalement, je peux me faire mal. Tout le monde est attaché dans la voiture. Et donc bien sûr, qui dit besoin, dit frustration. La vie est remplie de frustration et qu'il ne s'agit pas de combler tous les besoins de nos enfants, c'est impossible. En plus, on sait qu'un enfant qui saura tolérer les frustrations réussit mieux dans la vie. C'est des études scientifiques qui l'ont prouvé. Donc là aussi, sur ce chemin-là, on va enseigner à nos enfants comment tolérer les frustrations. Sauf que la façon de faire est différente. Et je vous invite à entrer dans un cercle vertueux où on va remplir les besoins des enfants. Ceux-ci, du coup, vont être remplis dans leurs besoins, développer leur confiance en l'adulte. Et du coup, développer leur capacité à attendre la satisfaction de leurs besoins et du coup à accepter de différer cette satisfaction des besoins, si bien qu'ils vont augmenter leur tolérance à la frustration. Alors qu'au contraire, si vous rajoutez des frustrations, si vous promettez des choses aux enfants que vous ne leur fournissez pas ensuite, ça ne va certainement pas leur apprendre à tolérer la frustration, ça va les rendre au contraire hyper sensibles à la frustration. Et j'ai envie de vous donner l'exemple du bébé dont on va répondre immédiatement aux pleurs et avec qui on va pratiquer le parentage proximal, outre le fait que c'est une nécessité biologique. Pour le développement de son cerveau, il a absolument besoin de ça. Les pleurs, c'est vraiment un signal de détresse fort. Et il est vraiment trop immature pour pouvoir répondre tout seul à sa détresse. Et bien qu'est-ce qu'on observe? Que ces enfants-là deviennent des bébés, des bambins qui pleurent de moins en moins, voire peu. En plus, ça lui permet, avant de sortir l'artillerie lourde que sont les pleurs, d'avoir du coup développé tous ces petits signaux de communication. L'adulte va être de plus en plus sensible parce qu'il aura appris à observer les signes annonciateurs de la grosse crise pour pouvoir y répondre. Donc ça permettra en plus de développer la connexion et la communication fine entre le parent et l'enfant. Et le dernier gros morceau, grosse attitude qu'on a aussi à transformer, à développer en nous, c'est d'apprendre à accueillir avec empathie tout l'enjeu émotionnel de nos enfants. Et Dieu sait qu'ils sont traversés par de véritables tsunamis. Jusqu'à au moins 5-6 ans. J'ai bien au moins parce que suivant le début de vie, ça peut aller au-delà. Les enfants n'ont pas dans leur cerveau les connexions neuronales pour gérer leurs émotions. Ils sont les premiers démunis, impuissants, effrayés face à cette tempête émotionnelle qui leur arrive. Et une nouvelle qui est plus ou moins bonne, ça se rejoue à l'adolescence avec le flot hormonal, où là aussi, ils ont encore des tempêtes émotionnelles qui arrivent. Et donc, ce que ça nous demande à nous, adultes, pour les aider à sortir de cette charge émotionnelle, c'est d'apprendre à accepter, à les autoriser à exprimer leurs émotions, à les autoriser à sentir ce qu'ils ressentent, pour les laisser décharger la tension qui est arrivée dans le corps. Parce qu'une émotion, c'est quoi? C'est une charge dans le corps. On a des hormones du stress qui arrivent, cortisol, adrénaline, qui prépare l'organisme à s'adapter à la situation. Et du coup, le corps a besoin de décharger cette tension. Par exemple, on va ressentir l'émotion de la peur pour se réparer d'une situation. On va ressentir un danger, on est face à un danger ou un inconnu. Du coup, on va avoir besoin de trembler dans son corps pour libérer la tension qui a été générée dans le corps afin de faire face à la situation dangereuse. Par exemple, la colère, également, elle va se manifester dans l'organisme dès qu'on va être face à une frustration ou une injustice qui est faite à notre intégrité. Et là, qu'est-ce qu'a besoin de faire le corps? De taper, de décharger en tapant ou en criant la colère. Les pleurs aussi, c'est
quand on est face à une situation, on va ressentir, on est face à une séparation, à une perte, à un deuil, et donc on va avoir besoin de pleurer le chagrin. En plus, quand on pleure, on le sait, les larmes, elles évacuent les hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline. Donc vraiment, on répare son organisme quand on autorise cette décharge émotionnelle, cette tension dans le corps. Même l'émotion positive de la joie a besoin de sortir par le corps. On a besoin de sauter sa joie, de crier sa joie, parce que là aussi, cette émotion-là a mis le corps en tension. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne permet pas à nos enfants de traverser dans leur corps leurs émotions, eh bien ça s'engrame dans le cerveau. L'émotion refoulée va laisser le corps en tension. Du coup, le corps, l'organisme va s'épuiser. L'immunité qui s'est abaissée au moment de la charge émotionnelle, pourquoi elle s'abaisse? Parce que quand l'organisme ressent une émotion face à une situation stressante, ce qui compte, c'est sa survie immédiate. Donc la survie à long terme, il n'en a pas besoin. Du coup, l'immunité s'abaisse. Et donc, si on ne permet pas à la décharge émotionnelle de se faire, l'immunité reste basse, c'est la porte ouverte aux maladies. Donc vraiment, c'est important d'autoriser nos enfants à traverser leurs émotions dans leur corps pour pouvoir se réparer et libérer les hormones du stress. D'autre part, si on ne permet pas aux enfants de cette libération, donc si on leur demande de refouler, ce qu'on nous a demandé à nous enfants pour la plupart, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de toute façon, emotion, c'est un élan de la vie qui vient de l'intérieur, qui va vers l'extérieur, qui cherchera toujours résolution, qui sortira d'une façon ou d'une autre, ou bien de façon complètement inappropriée, décalée dans le temps, ou de façon disproportionnée, ou sur des boucs émissaires. C'est typiquement le cas de ce qui se passe, comme par exemple on sent une colère envers son patron, on rentre chez soi, on s'en prend à son conjoint, qui lui-même, devant l'injustice, s'en prend à ses enfants, et eux-mêmes s'en prennent au doudou, ou au petit frère ou à la petite sœur. Et du coup, c'est ce que nous, en plus, on nous a demandé de faire. Alors, essayons de chasser ces petites phrases qui nous viennent assez spontanément dans la tête quand, par exemple, notre enfant pleure très très fort parce qu'il est tombé, qu'il s'est fait mal. Il en profite d'ailleurs peut-être pour libérer d'autres émotions accumulées dans la journée qu'il n'a pas pu libérer. Eh bien, cessons de lui dire, allez, regarde, tu t'es pas fait mal, c'est bon, tu saignes pas, allez, sèche tes larmes. Peut-être lui dire à la place, ouais, ça fait drôlement mal de tomber. Vas-y, pleure, tu sentiras mieux après, pleure ta douleur. Et puis, pour aider nos enfants à construire, donc c'est le cortex orbitofrontal, et les aider peu à peu à quitter cet envahissement dans le corps que la charge émotionnelle procure en eux, cette intensité émotionnelle, il va s'agir de faire ce qu'on appelle de l'éducation émotionnelle, c'est-à-dire d'apprendre à mettre des mots sur les ressentis des enfants, pour qu'eux-mêmes puissent se les approprier et puissent être capables de décrire ce qui se passe en eux. Peut-être que vous aurez après la surprise d'avoir une petite de 3 ou 4 ans qui vous dira « Là, maman, je suis très très en colère, j'ai envie de taper. » Ou « Là, maman, je sens que ma colère contre toi, elle est bientôt finie. » Et toi, est-ce que tu es en colère contre moi encore? Enfant qui, au préalable, aura défendu avec force et fracas son droit de « J'ai le droit d'être fâché. » Oui, ma chérie, tu as le droit d'être fâché. « J'ai le droit de dire ma colère. » Oui, tu as le droit de le dire. On va juste travailler sur le comment. En tous les cas, cet outil de reformuler ce que l'enfant ressent, c'est vraiment précieux. C'est ça qui va l'aider à donc prendre conscience de son vécu intérieur. Et là, j'ai envie de partager avec vous, pour ceux qui s'occupent d'enfants d'âge préverbaux, des tout petits qui ne maîtrisent pas encore le langage. Cela étant, c'est pas gênant parce que l'être humain, c'est un être de communication. Il communique avant tout par son corps. 80% de notre communication est non verbale. Et bien avec ces tout petits, on peut leur donner un outil. Moi, j'ai exploré avec ma dernière la communication gestuelle, où là, des tout petits, comme ils sont des êtres sensoriels moteurs, ils découvrent le monde avant tout par leur corps, ils développent leur motricité en premier lieu, et bien ils vont pouvoir du coup maîtriser par les gestes tout leur ressenti, pouvoir le communiquer. Là j'ai peur quand j'entends le chien qui aboie, ou là je suis fâchée, j'aurais encore voulu un gâteau ou encore jouer au parc. Et ça va lui permettre donc, à cet enfant peu à peu de nommer et de prendre conscience de ce qui se passe en lui pour peu à peu, mais c'est un très très long chemin, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse ça du jour au lendemain. N'oubliez pas que c'est qu'à 25 ou 30 ans qu'on maîtrise la gestion des émotions, normalement quand on n'a pas été trop abîmé dans notre enfance. Et dernier point important pour accompagner la vie émotionnelle de nos enfants, c'est d'apprendre à les écouter sans jugement dans ce qu'ils ressentent, développer notre empathie, se mettre à leur place dans ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est un chemin pas facile, parce que comme nous, enfants, souvent on ne nous a pas donné le droit de ressentir ce qu'on ressentait, d'exprimer nos émotions ou dans notre corps ou avec des mots, on nous a demandé de refouler. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est coupé. On s'est coupé notre ressenti, on ne sait plus ce qu'on ressentait enfant. Et tant qu'on ne reconnecte pas avec nos émotions d'enfant, on a du mal à se mettre à la place de nos propres enfants. Et du coup, on aura beaucoup de mal à comprendre pourquoi d'un seul coup, il est dans une rage incroyable ou dans un chagrin immense, alors que ben oui, quand on est enfant, on est souvent dans l'impuissance, on est souvent démuni, on est souvent traversé par des tempêtes émotionnelles très très fortes.
Alors, je vais peut-être faire une petite pause ici si c'est nécessaire pour... Nous étions comment donner des réponses adaptées aux enfants, des réponses qui les respectent et qui ne soient pas dans des rapports de force. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on a 3 socles, 3 piliers sur lesquels s'appuyer. Ben, selon moi, il y a 3 directions possibles dans lesquelles on peut agir. La première direction, c'est d'agir sur l'environnement matériel de l'enfant. Le deuxième axe d'action, c'est d'agir sur la relation. Et là, on va utiliser toutes les techniques des sciences humaines, autrement dit la communication. Et puis, le dernier axe d'action, c'est d'agir sur nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres émotions, nos propres besoins, prendre soin de nous. Prendre soin aussi de nos pensées, c'est-à-dire développer une prise de conscience de ce qu'est la réalité de l'enfant, prendre conscience aussi de la réalité de l'enfant qu'on a été, parce que cet enfant blessé qu'on porte en nous, il va souvent faire interférence dans notre relation avec les enfants dans le quotidien sans qu'on s'en rende forcément compte. Il va peut-être nous empêcher d'être le parent qu'on souhaite être. Et puis, prendre en considération qu'est-ce que je donne à voir à l'enfant. Autrement dit, attention à ce message hyper anti-pédagogique, éducatif par excellence, entre fais ce que je dis et pas ce que je fais. C'est important que ce que je donne à voir à mon enfant soit cohérent avec ce que je pense et ce que je ressens et ce que je veux qu'il fasse. Être éducateur, c'est montrer le chemin par ce que je fais et ce que je suis. Alors, un peu rapidement, parce qu'instinctivement, on comprend assez vite de quoi il s'agit. C'est quoi agir sur l'environnement? C'est d'accepter, de transformer, d'adapter l'environnement, finalement de déménager à l'intérieur de son espace de vie au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Dans quel but? Dans le but de développer son autonomie. L'aider à développer son autonomie, c'est aider à faire seul, mais c'est aussi lui apprendre à demander de l'aide. La véritable autonomie, c'est ça, c'est à la fois savoir faire seul, mais savoir demander de l'aide quand je ne peux pas faire seul. Autrement dit, l'aider à développer le sens de responsabilité de ses actions. Et l'avantage d'accepter de réaménager son espace de vie au fur et à mesure de la croissance, le gain pour l'adulte, ça va être qu'il y aura moins de noms à poser, à dire et à répéter. Le gain pour l'enfant, ça va être moins de freins dans ses explorations, ses élans, ses initiatives, et du coup, pour tous les deux, plus de liberté. Alors, il y a une pédagogie qu'on a fait un axe central, d'ailleurs, dans sa façon d'accompagner respectueusement les enfants. C'est la pédagogie Montessori, dont on entend beaucoup parler actuellement, alors qu'elle est pourtant très très vieille, au moins de 100 ans. Elle revient un peu au goût du jour, notamment avec les travaux de Céline Alvarez. Et donc, ça va être quoi, par exemple, chez nous? Penser à mettre une petite marche dans la salle de bain pour l'enfant qui apprend à se laver les mains, mettre les vêtements à portée de hauteur, dans les tiroirs ou dans des placards, donc à la hauteur de l'enfant, avec un porte-manteau à sa hauteur. Pour des enfants plus grands, des pré-ados qui commencent à avoir besoin d'intimité. Et là, moi, je pense à nos 2 dernières filles qui étaient dans la même chambre pendant très longtemps, parce qu'on n'a pas un espace de vie avec une chambre pour chacun. Et bien, quand la troisième est rentrée en 6e, et bien, on a enlevé la petite sœur. La petite sœur, on l'a récupérée dans notre chambre. Pour nous, c'est pas acceptable, pour qu'elle puisse, par exemple, bénéficier de son intimité. Et ça me donne envie de partager avec vous que quand j'avais, par exemple, mon aînée qui était bambine, donc dans sa 2e année de vie, où elle avait encore fort besoin de cet attachement, donc elle me suivait partout comme mon ombre dans notre appartement, parce que certes elle avait peut-être un peu moins besoin des bras pour être comblée dans ce besoin d'attachement, mais elle avait encore besoin du contact visuel, donc elle me suivait partout, mais en même temps elle avait besoin d'explorer, elle avait besoin de toucher, si bien que dans chaque pièce, il y avait ou un placard ou un tiroir qu'elle avait le droit d'ouvrir. Dans la cuisine, c'est le placard avec les boîtes en plastique, dans la salle de bain, le tiroir des serviettes de toilette, si bien que j'ai eu peu de fois à lui dire, regarde, quand tu approches la main du four, c'est chaud, non, c'est pas possible de toucher, les petits boutons au-dessus de la gazinière, pareil, quand tu les tournes, et bien il y a des petites flammes qui arrivent, c'est chaud, c'est dangereux, attention, c'est pas possible de les toucher. Si bien que j'ai pu souvent préparer le repas tranquillement, j'ai pu prendre ma douche tranquillement. Alors après, je ne vous cache pas que j'avais des montagnes de serviettes à ranger, des montagnes de boîtes à ranger, et ce, X fois par jour. Alors bon, voilà, on n'a pas toujours pas tout avoir en même temps, mais en tous les cas, voilà, elle, à ce moment-là, elle a pu combler son besoin d'exploration et être rassurée dans son attachement. Et alors après, le gros morceau, c'est d'agir sur la relation. Et pour agir sur la relation dans le respect et la bienveillance, déjà, la première étape qui est inéluctable, c'est poser un cadre à cette relation. Autrement dit, ce qu'on appelle des limites. Alors j'ai mis entre guillemets le mot limite parce qu'il est connoté quand même très très négativement. Dans l'idée de mettre des limites, c'est faire mal à l'enfant, c'est parfois l'humilier, le rabaisser, lui renvoyer une mauvaise image de lui. Souvent, quand on met des limites, on a l'impression qu'il faut le faire mal, que ce soit douloureux. Non, dans ce chemin-là, on peut vraiment apprendre à poser un cadre contenant autour de l'enfant, qui est absolument nécessaire pour développer son sentiment de sécurité et pour l'aider à savoir ce qu'il a le droit de faire ou pas faire.
On peut poser vraiment avec beaucoup de bienveillance ce cadre, un peu comme un bébé qui serait loti dans l'utérus de sa mère. Ça peut être doux, ça peut être rassurant. Alors c'est vrai que suivant certains enfants, il faudra que le cadre soit plus serré, plus ferme, et puis d'autres au contraire, il faudra un peu l'assouplir, l'élargir pour que l'enfant puisse explorer sa liberté à l'intérieur de ce cadre. Dans tous les cas, c'est tout à fait possible de dire stop de façon ferme, mais sans blesser, sans envoyer une mauvaise image à l'enfant. On va d'ailleurs éviter le nom en général. Il sera quand même posé le nom, il sera dit, il ne faut pas l'enlever de son langage, mais le nom quand même est connoté jugement, c'est bien, c'est mal. Et donc l'enfant peut se sentir mauvais parce qu'il est en train de faire quelque chose effectivement d'inapproprié et qu'il ne savait pas forcément ou qu'il n'a pas encore compris que ça avait des conséquences négatives. Et alors une fois qu'on a posé ce cadre qui est absolument nécessaire dans la relation, comment le faire respecter? Il n'y a pas 36 façons. C'est en respectant soi-même. Autrement dit, en étant un guide, un modèle, en montrant l'exemple. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez, madame, l'être humain il est programmé pour apprendre par imitation, par imprégnation. On a découvert il n'y a pas très longtemps, fin des années 90, que dans le cerveau de l'être humain, on a des neurones miroirs. Donc vraiment, tout ce qu'on va faire, l'autre, même si on ne le fait même pas soi-même, on l'enregistre dans notre cerveau et on va le reproduire. Si bien qu'il va s'agir sur ce chemin-là d'apprendre à nos enfants comment se comporter, comment interagir avec les autres, plutôt que de leur interdire, de les culpabiliser, les aider à développer ces compétences sociales et relationnelles qu'on aimerait les voir avoir. Autrement dit, transmettre nos valeurs par l'exemple. Alors, être exemplaire, ça ne veut pas du tout dire être parfait. Vraiment, chassons cette idée de perfection de notre tête. C'est un vrai poison dans la relation. Être exemplaire, ça veut juste dire que si je me trompe, je reconnais mon erreur et je repars. Et de toute façon, apprendre, c'est forcément faire des erreurs. Donc, en tant que parents, faisons beaucoup d'erreurs. D'une part, ça donnera l'autorisation à nos enfants de faire des erreurs eux-mêmes. Parce que cette image de quand je fais une erreur, c'est une faute, donc cette connotation négative, c'est pareil, c'est une vraie croyance très nocive dans notre relation d'apprentissage. Quand on apprend, forcément, on se trompe. Mais surtout, quand on se permet, nous, de se tromper, du coup, on va donner l'occasion à l'enfant de lui montrer comment je répare. Et en lui montrant comment je répare ce que j'ai peut-être mal dit, ou peut-être que j'ai eu un geste déplacé, que je vais du coup le reconnaître auprès de mon enfant et faire acte de réparation auprès de lui, ça lui donnera des idées pour que lui aussi, il va peut-être porter préjudice à quelqu'un, de réparer la relation. Alors un exemple que je pourrais vous donner, ça serait un enfant qui au parc, par exemple, pousse le copain devant pour passer en premier au toboggan, ou arrache des mains à un jeu à un autre. Eh bien, au lieu de lui arracher des mains et de rendre à la victime en disant non, on n'arrache pas des mains, on demande à l'enfant de ne pas faire ce qu'on fait nous-mêmes. Là, au niveau incohérence, on est quand même assez fort. Eh bien, peut-être qu'on peut lui dire ouais, je vois que tu es drôlement pressé de faire un tour de toboggan, tu as très envie, c'est dur d'attendre. Mais je ne suis pas d'accord pour que tu pousses ou que tu arraches des mains parce que ça fait mal. Je ne suis pas d'accord pour que tu fasses mal aux autres. Par contre, viens, on va lui demander à celui-ci s'il veut bien te laisser passer devant, ou à cet autre s'il serait d'accord pour te prêter son jeu quand il aura fini de jouer. Et alors après, là aussi, pour arriver à transformer les situations qui posent problème avec nos enfants, c'est d'améliorer notre communication. Et là, on a un grand chantier possible, parce qu'il est tout à fait possible d'amener nos enfants à cesser, à transformer leur comportement qui nous pose problème, et ce, sans les contrôler. Il est tout à fait possible de les amener à prendre en considération nos besoins à nous d'adultes, sans les blesser, sans leur faire mal. Et là, il y a plein d'outils qui existent, et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu les mêmes, parce qu'ils sont tous issus, enfin moi ceux que je connais en tous les cas, du courant de la psychologie positive et humaniste. Ils viennent d'ailleurs la plupart d'outre-Atlantique. C'est la communication non violente créée par Marshall Rosenberg, par exemple, psychologue américain. C'est avec les outils d'Adèle Faber et Hélène Maslich, qui elles aussi se sont inspirés d'un autre psychologue américain, Angie Knott, ou les outils aussi de communication de Thomas Gordon, un autre psychologue américain dont je vous reparlerai plus en détail après, parce que vraiment je trouve qu'il donne un cadre à la communication qui nous aide vraiment à savoir quoi faire et quoi dire à quel moment. Et puis surtout, il y a une ressource précieuse que gardons en conscience. L'enfant vraiment a à cœur d'être à l'origine de ses comportements. Il va préférer limiter lui-même ses actions, on dit s'imposer lui-même les limites, ou le faire par consentement mutuel. Et vraiment, si on s'appuie sur ça, il y a plein de petites situations qui peuvent se tendre dans le quotidien, qui pourraient se dénouer assez facilement sans aller jusqu'au clash et au grand conflit.
Et là, j'ai envie de vous partager un souvenir que un exemple que mon mari m'avait rapporté il y a quelques temps de ça, où il donnait le bain à notre petite dernière. Souvent, à la fin de journée, pour nous les parents, c'est hyper speed parce que on a les toilettes, on a les repas, on a les devoirs coucher pas trop tard, donc il avait besoin que ça aille vite. Il voulait faire lui-même remplir l'eau du bain, puis elle n'était pas d'accord, elle voulait elle aussi mettre de l'eau dans son bain. Donc il a réussi à dépasser l'énervement qui commençait à grandir en lui parce qu'il voulait aller vite. Et il a dit, ok, tu veux mettre de l'eau dans ton bain, montre-moi jusqu'où. Donc elle lui montre une limite sur la paroi de la baignoire, ça lui a semblé apparemment acceptable, elle lui a dit ok, vas-y. Elle actionne le robinet et en fait, elle a mis quasiment pas d'eau. Elle avait juste besoin, dans cette tâche, de cette action de son quotidien, qui est une activité à part entière pour elle, où elle prend beaucoup de plaisir, d'être actrice, de participer, de prendre part, autrement dit, d'exercer son pouvoir personnel sur ce qui la concerne. Et du coup, ça a permis que après, la séance du bain se passe sans aucun problème. Et au lieu d'en perdre dans la gestion peut-être d'un conflit qui aurait été très dur après, eh bien, le temps d'écoute a permis que la situation se résolve assez facilement. Et le dernier morceau important aussi pour arriver à faire respecter ce cadre de la relation, c'est d'apprendre à gérer les conflits sans violence. Parce que le conflit, entre êtres humains, c'est naturel, c'est sain, c'est structurant, c'est même obligatoire. Deux individus qui vivent ensemble sont forcément en conflit, puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes émotions à un instant donné. Donc le conflit, ça n'a rien de problématique. Ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas appris à les gérer. Du coup, ça dégénère souvent en dispute, en violence. Or, avec ces outils de communication bienveillante, on peut apprendre à s'écouter mutuellement, à respecter les besoins de chacun, et ce, sans violence. Et la voie qui consisterait à essayer de fuir les conflits, c'est aussi une mauvaise voie parce que tôt ou tard, elle conduit à la violence. Alors, pour aller dans ce sens de comment améliorer notre communication et comment apprendre à gérer nos conflits, là je vais vous parler plus précisément d'un concept de Thomas Gordon. Ce qui est important pour savoir quelle réponse donner aux enfants dans le respect de nos besoins à tous les deux, c'est déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi. Tout à l'heure, je vous ai parlé des comportements d'une façon objective, qui s'appréhende par nos sens. Est-ce que ça me fait à moi l'impact que ça a sur moi quand je vois mon enfant sauter sur le canapé de la salle d'attente du médecin? C'est la sphère complètement subjective. Et donc ce que nous dit Thomas Gordon, c'est que face au comportement de l'enfant, si je me sens toujours à l'aise, détendu, serein, c'est visiblement mes comportements sont satisfaits, mes besoins sont satisfaits, son comportement à lui ne me pose pas de problème, je suis dans ce qu'il appelle ma zone d'acceptation. Par contre, si je suis en train de ressentir de la gêne, du malaise, je commence à être tendue, crispée, inquiet, voire très en colère, c'est visiblement j'ai besoin que le comportement de mon enfant change pour que mes propres besoins soient satisfaits. Mon thermomètre émotionnel est passé dans le rouge, je suis dans ma zone d'inacceptation. Et cette fenêtre de perception personnelle, elle est naturellement fluctuante. Autrement dit, la frontière entre les deux, elle varie naturellement. Elle dépend de 3 facteurs. Le premier, ça tient à nous, nos états d'âme, nos humeurs. Exemple, vous avez votre enfant qui vous a préparé un spectacle chorégraphié musical. Il vous fait la proposition un vendredi soir, vous revenez d'une semaine de déplacement professionnel, vous êtes fatigué, harassé, vous avez eu beaucoup de stress à présenter, peut-être des grands projets devant un staff. Il vous fait la même proposition le dimanche de présenter son spectacle, vous êtes détendu, vous avez pu passer du bon temps, satisfaire vos besoins de loisirs. Vous n'allez pas avoir la même réaction. Dans un cas, vous risquez peut-être d'être très exaspéré, en disant ah, tu bouges tout le temps, tu me sautes dessus, j'ai pas le temps d'arriver. Dans l'autre cas, de vous extasier, waouh, quelle graine d'artiste celui-là. Troisième facteur d'influence sur cette fenêtre de perception personnelle, ça tient à l'environnement dans lequel l'enfant va produire des comportements qui lui posent problème. L'enfant qui court, qui crie dehors au parc ou dans les bois, okay, qui fait la même chose, donc, comme je disais tout à l'heure, dans la salle d'attente du médecin ou dans le salon quand je suis en train de recevoir des amis, ça va pas me faire l'effet. Je redonne un deuxième exemple pour appuyer le coup. Un enfant qui nous fait une crise de rage parce qu'on lui refuse un bonbon à la maison, entre nous deux. On va gérer, tant bien que mal, il fait la même crise, il a le même besoin, il a la même frustration dans le centre commercial, aux yeux, à la vue de tous, des yeux qui sont souvent réprobateurs, jugeants. Cet enfant a le même besoin, il exprime la même chose pour lui, mais vous, ce que ça va vous faire, et la réaction que vous risquez d'avoir ne sera pas la même. Et enfin, le dernier facteur d'influence sur cette zone d'acceptation, ça tient à l'enfant lui-même, à sa personnalité.
dans une salle de classe, deux enfants qui bavardent, suivant qui bavarde, ça ne va pas nous faire le même effet. Dans nos familles, entre les filles, les garçons, les frères et sœurs, suivant qui va s'agiter, ça ne va pas nous produire le même effet. Tout ça pour nous aider, surtout parce que culpabiliser, il est trop hypersensible, se lever de la culpabilité chez tout parent. Donc, mon but, c'est vraiment pas de le réactiver, c'est au contraire de le désactiver, mais c'est de savoir ce qui se passe pour moi, pour du coup sentir mon besoin et du coup adapter ma réponse en fonction de la situation qui pose problème. Alors, on vient de voir que nous, on peut être dans une autre zone problème, mais avant de répondre, il s'agit, et ça c'est la base de toute communication bienveillante, même si je reste encore sur le concept de Thomas Gordon, il s'agit d'apprendre à identifier, à analyser où est le problème, qui a le problème avant d'agir. Parce que si je ne fais pas ce temps d'analyse, j'ai toutes les chances de répondre à côté ou d'être peut-être dans une attitude blessante ou non respectueuse pour mon enfant, pour moi-même. Donc je disais tout à l'heure, nous on peut être dans notre zone à problème ou notre zone sans problème, pour l'enfant c'est pareil. C'est bien que Thomas Gordon nous dit que dans notre quotidien, il y a 4 situations relationnelles qui se jouent. Alors je ne sais pas si j'ai un peu le temps, je peux peut-être vous le décrire à travers un exemple. La même scène. On se retrouve le soir, mon enfant et moi après ma journée de travail et lui après sa journée d'école. Premier jour, alors toute ressemblance avec une personne de votre entourage serait complètement fortuite. Premier jour, votre ado rentre, maman, en cours de philo, j'ai pensé à toi, il s'est passé un super truc. Donc apparemment votre enfant a passé un super moment en cours de philo, elle a envie de partager avec vous. Vous de votre côté dans votre journée, on vous a téléphoné, on vous a demandé d'intervenir, de faire une conférence sur l'éducation positive. Wow, vous êtes super content, vous avez juste envie de partager. Donc là, vous allez vous retrouver dans votre zone sans problème tous les deux. Vous allez vivre un moment de complicité, vous raconter ce qui vous a fait vibrer dans votre journée. Deuxième soir, vous êtes en train de préparer le repas, vous vous dépêchez parce que vous êtes un petit peu en retard et la petite dernière allait chercher à la danse. Votre fils rentre du collège, la mine fermée, pas un mot, il jette son sac dans un coin, il monte dans sa chambre, même pas un bonjour. Vous commencez à pas être trop contente, presque à vouloir le tomber dessus en exigeant qu'il vous dise bonjour ou qu'il s'adresse un peu à vous, puis en fait ça vous arrange un peu parce que vous êtes tellement en retard que finalement vous continuez votre repas, sauf que lui visiblement il a un problème, il aurait peut-être eu besoin que vous passiez un petit temps à l'écouter, et peut-être que même du coup il se serait tellement senti mieux qu'après il aurait coopéré, vous aurez peut-être aidé ou bien en vous préparant le repas ou en allant chercher la petite sœur à la danse. Troisième jour, cette fois, c'est vous qui rentrez à défaut, c'est vous qui avez le problème, votre patron vous est tombé dessus avec une pile de dossiers, alors vous quittiez votre journée, vous étiez content, vous avez tout mis à jour, et il vous dit ça c'est à faire pour hier, il faut pour demain matin à la première heure. Du coup, il faut rentrer en retard, parce que le temps qu'il vous explique tout ce qu'il y a à faire, alors on va arriver un peu, vous rentrez du coup en retard, vos enfants ont pu faire leurs devoirs, ils ont vu que vous étiez en retard, du coup ils ont pris un peu d'avance, ils vous ont mis la table, ils ont même préparé le repas, ils sont super contents, du coup ils sont dans la détente, ils font du bruit, ils s'amusent, sauf que vous avez une soirée de boulot à plancher, vous avez besoin de calme, et il n'est pas question que ça s'agisse dans tous les sens, c'est vous qui avez le problème. Et troisième et quatrième soir de la semaine, le vendredi soir, vous êtes l'un et l'autre harassé, fatigué, stressé, peut-être que votre ado il a une semaine pleine de contrôle, parce que souvent les professeurs les donnent en même temps, c'est la fin du trimestre, ils ne sont pas forcément concertés, il s'est peut-être aussi pris la tête avec ses meilleurs amis, il a peut-être été pris dans un conflit. Vous de votre côté, peut-être que vous avez eu une réunion d'équipe qui s'est très mal passée, peut-être que votre voiture est tombée en panne, vous êtes arrivé du coup en retard à votre rendez-vous d'après. Bref, vous arrivez chez vous le soir hyper tendu. Il y en a un qui va avoir comme stratégie de vouloir mettre la musique à fond dans sa chambre. Vous êtes dans la salle de bain à côté, dans votre petit bain avec votre musique douce, et puis là, visiblement, vos stratégies pour répondre à vos besoins, vous rentrez en conflit, et là, vous allez avoir tous les deux un problème. Alors, face à ces 4 situations relationnelles, eh bien, Thomas Gordon nous dit qu'il y a 4 façons, 4 outils relationnels qu'on va pouvoir utiliser. Alors, je ne vais pas les détailler, parce que ce sont vraiment des formations à faire. La communication, ça s'apprend, mais retenez quand même la grande ligne directrice. Et ça s'applique d'ailleurs dans toute relation humaine, pas qu'avec les enfants. L'autre a un problème, qu'est-ce que je fais? Je l'écoute, je me branche sur lui, je l'écoute. J'ai le problème, je parle de moi, je fais des messages, parce que le message tue, comme dit Jacques Salomé, tue la relation. L'autre va se fermer, risque d'être agressif, de rejeter, de s'opposer à ce que vous dites. En tous les cas, il ne sera pas du tout disposé à écouter ce qui se passe pour vous. Et troisième cas de figure, quand on a tous les deux un problème, un conflit de besoin, eh bien, on va devoir faire les deux. En général, on va commencer d'ailleurs par écouter l'autre, qu'est-ce qui se passe pour l'autre, de quoi il a besoin, et ensuite parler de soi, qu'est-ce qui se passe pour moi, de quoi j'ai besoin, afin de créer ensemble, de réfléchir ensemble, à trouver une solution gagnant-gagnant, en tous les cas où il n'y ait pas de perdant dans la satisfaction de nos besoins respectifs. Et alors, ce que nous dit Thomas Gordon, c'est que parmi les réponses qu'on produit souvent aux enfants, il y en a 12 qu'il appelle les obstacles à la communication.
qui peuvent poser problème, qui peuvent abîmer un petit peu la relation, voire beaucoup si on les reproduit de façon systématique, mais que dans un seul cas, ça abîme la relation, c'est quand l'enfant a un problème. Si l'enfant n'a pas de problème, qu'on fasse un petit peu d'humour, qu'on le conseille, qu'on le complimente, ça n'aura aucun impact sur la relation, tout ira très bien. Par contre, si vous avez des ados, testez de rassurer par exemple votre ado, que ce soit fille ou garçon, ça marchera l'exemple dans les deux cas, votre fille sur sa beauté physique, votre garçon sur sa musculature, parce que malheureusement c'est les deux critères que la société renvoie pour avoir une bonne image de soi, alors que visiblement cet ado a un problème avec son image corporelle qui change. Testez, observez la réaction que ça va produire chez l'autre. Soyez pas étonnés d'avoir des réactions du genre forcément que tu me trouves belle, t'es ma mère, ou alors tu comprends rien et l'enfant qui claque la porte et qui s'en va dans sa chambre, et puis tout un tas d'autres attitudes du même genre qui vont être en fait de l'agressivité, du repli, du rejet, du déni. En tous les cas, votre enfant, visiblement, il ne va pas forcément se sentir mieux avec ce que vous lui avez proposé comme réponse à son problème. Et est-ce qu'il va continuer à avoir confiance en votre parole d'adulte? Pas sûr non plus. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est là encore certainement pas pour se culpabiliser, c'est juste pour nous aider à nous améliorer. Observons ce qui se passe chez nos enfants quand ils ont un problème et qu'on leur répond. Est-ce que s'il n'a pas l'air d'aller mieux, est-ce que par hasard, sans m'en rendre compte, je n'aurais pas sorti une de ces 12 attitudes? Et pourquoi on les sort de façon automatique? Parce qu'avec nos neurones miroirs, on a emmagasiné dans notre cerveau toutes les façons de se comporter de nos parents, de nos enseignants, de nos éducateurs, et on les resserre de façon automatique à nos enfants tant qu'on n'en prend pas conscience. Et la seule façon d'en prendre conscience, c'est de regarder ce qui se passe chez l'autre. Et si on voit visiblement ça coince, ça n'aide pas à l'enfant à se sentir mieux, c'est peut-être on a répondu de cette façon-là. Et ce que nous dit en fait Thomas Jordan, c'est que souvent, la meilleure forme d'aide quand l'enfant a un problème, c'est une forme de non-aide. Autrement dit, de faire de l'écoute active. On va juste reformuler ce qui se passe pour l'enfant dans son ressenti, l'aider à prendre conscience de ce qu'il vit, si bien qu'il va pouvoir se libérer un peu de cette charge émotionnelle, et ça va permettre à son cerveau néocortex évoluer, de pouvoir réfléchir, de mettre en place des stratégies, de trouver des solutions par lui-même. Et alors dans cette posture-là, c'est souvent frustrant pour nous parents, parce qu'on a peut-être pris un temps à écouter notre enfant, on aura bien vu que son niveau de stress, son niveau de tension décroît, il vous aura peut-être fait un petit bisou à la fin en vous disant merci maman de m'avoir écouté. Et puis le lendemain, vous voyez votre enfant qui a bientôt libéré, mais vous ne savez pas trop si son problème avec son copain s'est résolu, si le problème avec le prof, comment il a solutionné la chose. Ça peut être un peu frustrant. En plus, souvent, on a cette croyance que nous, parents, devons répondre et trouver des solutions aux problèmes de nos enfants. Donc ça nous met un poids énorme sur les épaules, parce que qui peut prétendre, en tant qu'être humain, trouver des réponses aux problèmes des autres? Déjà pour soi, on a bien souvent du mal. Donc quand on arrive à se libérer de cette pression, et qu'on finalement, juste par un travail d'écoutant, on va permettre à notre enfant de développer ses propres ressources, c'est vraiment beaucoup de légèreté et de fluidité qu'on va pouvoir mettre dans la relation. Et alors, il y a un grand trésor qu'on a à portée de main qui, là, ne demande aucune formation. On a des ressources instinctives, intuitives, qui vont vraiment être très précieuses, déjà pour améliorer la communication, mais pour en plus dénouer les tensions et surtout remplir ce réservoir affectif d'amour de nos enfants. C'est quoi le réservoir d'amour des enfants? C'est ce besoin de complicité, d'amour, de temps partagé, d'actes concrets avec les adultes qui prennent soin d'eux, parce que ça va leur donner de l'énergie qui va leur permettre de s'adapter aux situations stressantes de leur quotidien. Et souvent, en fait, les problèmes, comportements excessifs des enfants sont juste liés au fait qu'ils sont stressés, que le réservoir affectif s'est vidé à vitesse de l'éclair parce que le stress s'épuise très vite et qu'il y a juste besoin de le remplir. Alors, comment remplir de façon instinctive et intuitive le réservoir affectif des enfants? Eh bien, le jeu. Le jeu, c'est la première des ressources que tout enfant utilise naturellement, le jeu libre notamment. Il y a d'ailleurs une pédagogie, la pédagogie Steiner, qu'on a fait un axe central dans sa façon d'accompagner les enfants, où ils ont des grands temps de jeu libre pendant leur temps d'école. Il y a tout un courant d'ailleurs dans le parentage qui est en train de croître sur utiliser le jeu pour solutionner les situations difficiles dans les relations. Vous pouvez aller voir dans la bibliographie, il y a quelques livres que j'ai apportés. Le jeu, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retraverser les situations, il va revisiter les émotions qu'il a vécues, il va revisiter les rôles aussi, il va pouvoir changer de rôle. S'il a vécu une situation, il s'est fait dominer, peut-être qu'il aura le rôle du dominant pour voir un petit peu ce que ça fait. Du coup, reprendre du pouvoir personnel dans la situation, trouver d'autres solutions. Autrement dit, mieux comprendre le monde à travers le jeu.
Et moi, je peux vous témoigner que tous les midis, notre dernière rentre manger à la maison, parce qu'on a fait ce choix qui est exigeant, mais que je ne regrette absolument pas. Tous les midis, elle rentre manger. Tous les midis, on y a droit à cette crise de décharge émotionnelle, parce que l'école a créé en elle beaucoup de tensions. Alors, c'est plus ou moins intense, suivant ce qu'elle aura vécu, si elle a été fatiguée, s'il y a eu des choses très difficiles à vivre dans sa matinée. Une fois qu'elle a fait cette décharge émotionnelle, eh bien, je ne la vois plus. Elle s'en va jouer, transformer tout son univers et mettre à jour, utiliser son imagination pour traverser les situations. Et puis une fois qu'elle a fait le plein, souvent, j'ai même pas besoin de lui dire c'est l'heure d'aller à l'école, elle redescend, elle dit maman c'est l'heure d'aller à l'école, et elle repart tout diarrête. Donc vraiment là, on a une ressource qui est puissante pour libérer les émotions et libérer les tensions. Il y a le rire, bien sûr, aussi. Le rire, il n'y a pas que les larmes pour évacuer les hormones du stress. Par le rire, on libère les tensions. Alors, essayons de ne plus dire à nos enfants, quand ils se mettent à rire bêtement, ils ne rient pas bêtement. Ils rient parce que leur corps a besoin de décharger les tensions. Il vaut peut-être mieux qu'ils rient plutôt qu'ils aillent taper ou se disputer avec le frère ou la sœur. C'est aussi positif pour décharger les tensions. Et bien sûr, il y a le mouvement. Comme je vous disais, une émotion, ça a besoin de sortir par le corps. Donc bien sûr, par le mouvement, on va pouvoir permettre à nos enfants de se libérer des tensions. Et puis surtout, en plus, on sait, les études scientifiques ont prouvé que courir, ça développe l'intelligence. C'est-à-dire que plus l'enfant, l'être humain fait d'exercice physique, plus il développe son intellect. Ce que pressentait d'ailleurs Pierre de Coubertin quand il disait « une tête bien faite dans un corps bien fait ». Donc vraiment, prenons l'habitude, et c'est ce que préconise d'ailleurs Isabelle Filiosa pour des tout petits qui ont encore énormément besoin de bouger, parce que jusqu'à là aussi 5-6 ans, décidément 5-6 ans, on dit l'âge de raison, mais en fait il y a des explications neuronales qui expliquent qu'avant 5-6 ans, avant 7 ans, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant ne peut pas contenir son mouvement, il ne peut pas stopper les élans. Il a besoin énormément de bouger. Or, à l'école, souvent encore, petit, on leur demande de se contenir, de ne plus bouger. C'est une vraie souffrance qu'ils infligent à leur cerveau, si bien qu'après on les récupère. C'est comme des cocottes minutes prêtes à nous exploser à la figure, parce que ça a été un tel effort qu'il faut vraiment que ça sorte. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est contact physique, câlin. Ça, c'est une super ressource, parce que quand on se touche, au bout de 20 secondes de contact et de câlin, notre cerveau sécrète l'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour, du bien-être, anti-stress par excellence. Donc dès qu'on voit que ça déborde, eh bien prenons dans les bras, touchons-nous, même à son conjoint qui rentrerait par une mauvaise humeur après une journée difficile. Tiens, viens, je te fais un câlin, ça n'a pas l'air d'aller. Ou même soi-même, quand on se sent stressé, d'aller demander un câlin à son enfant, c'est une vraie richesse. Et plus on va se donner des câlins, de l'amour, plus notre cerveau va être capable de construire des capteurs à ocytocine. Du coup, il va sécréter de plus en plus d'ocytocine, et c'est en fait un cercle vertueux. Et puis on peut faire l'ensemble de tout ça avec nos enfants. Et j'ai envie de dire, pensez aussi à le faire beaucoup avec vos ados. Jusqu'à l'adolescence, ils ont encore énormément besoin de jouer, d'être touchés, de rire. Souvent, on ne se le permet plus, peut-être est-ce par pudeur, je ne sais pas. Or, plus vous allez utiliser ces ressources-là, et plus ça va nourrir votre relation de complicité. Moi, avec mon fils de 13 ans, de 14 ans, on fait du karaté chaussettes. On s'amuse sur le lit à s'attraper les chaussettes. On fait des batailles de frites de piscine qu'on a recyclées en épée pour jouer et décharger par le contact et de rire les tensions qu'on puisse accumuler. Et puis bien sûr, c'est du temps partagé et si possible individualisé pour que l'enfant se sente reconnu, important, unique dans le regard de ses parents. Et en plus, ça aura un effet super positif sur les relations fraternelles, parce que plus on nourrit individuellement les relations, et plus ça crée de l'harmonie au sein des enfants, ça évite la compétition. Alors, il ne s'agit pas d'aller passer 24 heures sur 24, de vouloir être dans la quantité. Ce qui compte, c'est de la qualité. Et puis surtout, pensez à vous laisser guider par vos enfants, parce que s'ils se mettent à s'agiter sur leur chaise, c'est que oui, visiblement, il y a besoin de bouger. Ok, on arrête les devoirs, allez hop, on va dehors, tu vas taper dans le ballon, on prendra ça après. Vraiment, laissez-vous inspirer par ce qu'ils sont en train de faire. S'ils se mettent à rire bêtement, c'est qu'ils ont besoin de décharger. Donc essayons de chasser nos petites pensées négatives, les jugements qu'on pense sur ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils ne savent pas le dire avec des mots, leur corps va parler pour eux et laissons-nous inspirer. Et puis, bien sûr, le pouvoir d'action qu'on a, c'est d'agir sur nous-mêmes. Donc, il va s'agir de développer notre compréhension de ce qu'est un enfant. Et pour cela, il faut apprendre quelles sont les étapes de développement de l'enfant, que ce soit émotionnel, psychomoteur, pour qu'on ait des attentes qui soient réalistes à son égard. Sinon, il va être face à des exigences, l'enfant, qui vont le submerger, il va se sentir incompétent, inadéquat.
il va beaucoup être découragé si on lui demande des choses qu'il ne peut pas faire à l'étape où il en est. Donc apprenons vraiment où il en est dans son état de développement pour mesurer ce qu'on peut lui demander de façon adaptée. Et puis bien sûr, ça va nous demander de développer ce qu'Adèle Faber, Alain Maslich appelle les habiletés parentales, autrement dit, essayer de développer notre communication en nous formant des outils de communication, apprendre à écouter et à parler. Ça s'apprend. On n'a pas appris à le faire, mais on peut acquérir ces nouvelles compétences. Et puis bien sûr aussi, on peut apprendre à gérer notre stress, gérer nos émotions pour se l'appliquer à soi-même, mais aussi pour le transmettre à nos enfants. Et surtout, pour bien prendre soin des enfants, il s'agit en premier lieu de prendre soin de soi. On ne peut pas être bienveillant avec les enfants si on ne commence pas par être bienveillant envers soi-même. C'est vraiment le message le plus fort que j'ai envie de vous dire et que vous reteniez, c'est que commencez par prendre soin de vos besoins, de vous entourer de soutien, parce que je repense à ce que me disait une amie que j'ai connue il y a 15 ans en arrière, qui était déjà très avancée sur ce chemin-là bien avant moi. Elle avait des enfants bien plus grands. Elle me disait, pour s'occuper d'un enfant, répondre à tous ses besoins, sans faire d'actes de violence éducative ordinaire, et ce 24 heures sur 24, il faudrait être 2 adultes en permanence enrôlés auprès de lui. Dans la famille moyenne française, il y a 2 enfants, il faudrait 4 adultes. Nous, chez nous, les 4 enfants, il faudrait qu'on soit 8. Dans les salles de classe, il y a 20, 25, 30 enfants, il faudrait être 40, 50, 60 adultes. Wow, on est face à quelque chose qui est quand même impossible vu nos modes de vie, où on a des modes de vie individualistes, des familles souvent éclatées. En plus, on a tendance à concentrer de jeunes êtres en construction avec peu d'adultes autour d'eux, en plus par classe d'âge, ce qui accroît le manque d'autonomie. Donc vraiment, soyons bienveillants envers nous-mêmes. On est tous amenés à produire, et moi la première, des actes de violence éducative ordinaire, dans des proportions bien sûr diverses et variées. L'idée c'est pas d'aller se juger, c'est d'essayer d'en semer de moins en moins, et qu'en plus dès qu'on va produire des actes de non-violence éducative, et ben on répare notre cerveau, parce qu'effectivement notre cerveau a été abîmé par l'éducation qu'on a reçue, et je vous en reparlerai un petit peu après. Alors pour résumer ce long parcours, ce qu'on va mettre au cœur dans cette approche empathique de l'enfant, ce qui compte avant tout, c'est la relation qu'on souhaite tisser avec les enfants. Ça va être vraiment le cœur. Et pour cela, on va se connecter profondément aux besoins, les siens, les nôtres, pour les combler de façon adaptée. On va s'ouvrir au dialogue afin de remplir et nourrir cette relation d'attachement. Et on va surtout permettre l'expression des émotions, les leurs, mais aussi les nôtres, qui sont aussi à apprendre à gérer. On n'a pas appris à le faire, donc on a aussi à se réparer à ce niveau-là. Et quand on va pouvoir donc nourrir cette relation, l'enfant va se sentir du coup accepté, accueilli dans son vécu intérieur, dans toute son intégralité, et ça va l'aider à se libérer du comportement qui pose problème. Parce qu'un enfant qu'on écoute et qu'on respecte, il écoutera, il respectera. Un enfant qui se sent accepté pour ce qu'il est, comme quelqu'un, un être en construction, qui découvre le monde et qui essaie d'intégrer les règles de fonctionnement, et bien il n'a aucune raison de développer des attitudes violentes ou extrêmement inappropriées socialement. Alors pourquoi être accompagné dans notre rôle d'accompagnant d'enfants, dans notre rôle de parents, d'éducateurs, d'enseignants? John Bowlby disait déjà dans les années 80, une société qui tient ses enfants doit veiller sur ses parents, ce que Catherine Guéguin en 2014 a complété dans son livre, mais aussi sur toutes les personnes en relation avec les enfants. Pourquoi? Parce que, outre l'amour qu'on ressent pour les enfants, au-delà du quotidien exigeant et répétitif qui nous pousse, c'est vrai, parfois dans le découragement, l'exaspération, au-delà du fait qu'on n'est pas parent, qu'on le devient, au-delà du fait que, oui, leur comportement et leurs réactions émotionnelles peuvent nous laisser très démunis et impuissants, on a surtout, pour la plupart d'entre nous, pas reçu ce que l'on souhaite transmettre aux enfants. Et donc on a besoin d'encouragement, de soutien, et sans jugement, dans la bienveillance, pour être soutenu dans nos efforts de faire autrement. On le sait, l'IRM fonctionnel l'a observé, on a des capacités à s'occuper des enfants qui sont plus ou moins altérés. Dans le cerveau des parents qui ont la chance d'être accompagnés avec bienveillance dans leur enfant, quand leur propre enfant pleure, vient les solliciter, leur demander de l'attention, le cerveau est inondé d'ocytocine, et naturellement, alors c'est le circuit du take care qui s'active, je prends soin d'eux, et naturellement le parent va répondre avec empathie, attention, affection à cet enfant en détresse. Dans le cerveau du parent qui n'a pas eu ses besoins d'attachement contentés, qui a pu être rejeté, humilié, il y a très peu d'ocytocine, et surtout, c'est le circuit du stress qui s'active. Autrement dit, ce parent, face à la détresse de son enfant qui pleure, peut-être qu'il va se mettre à lui crier dessus, parce qu'il est en stress.
Le stress, ça ne déclenche pas chez nous, c'est ou de l'agressivité, ou du repli, ou du figement. Non, je ne vais pas finir sur quelque chose d'aussi plombant, parce que la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle, c'est que l'être humain a un cerveau qui est plastique. Autrement dit, tout au long de notre vie, on reconnecte, on élague les circuits neuronaux qui ne nous servent pas, on en recrée. Donc vraiment, on peut réparer ça, mais c'est vrai que pour nous qui n'avons pas reçu ce qu'on souhaite transmettre, on est face à un défi, on est à l'avant-garde de quelque chose. Pour nos enfants, ce sera plus facile, pour leurs enfants encore plus. Moi, je peux déjà témoigner rien de notre famille, au milieu de 4 enfants. La petite dernière a des compétences émotionnelles et relationnelles bien plus développées que nous autres, ce qui fait dire d'ailleurs à son nez de 18 ans, mais je vais prendre des cours avec elle parce qu'elle est capable de dire là tu m'as coupé la parole, je suis pas contente, je suis frustrée, enfin elle est capable de dire ce qui se passe pour elle. Alors en même temps, elle reste petite, si bien qu'il y a des fois elle va jeter les couverts. Quand elle n'est pas contente, parce qu'elle n'arrive pas non plus à stopper son élan, mais là où je suis contente, c'est qu'elle est capable de dire oui, mon corps fait ça, mais ma tête, elle va faire autrement et j'y arrive pas. Donc elle arrive quand même à ne pas avoir une mauvaise image d'elle-même, même si elle sait qu'un jour elle arrivera à jeter ses couverts quand elle est fâchée, et elle pourra le faire, elle pourra dire sa colère autrement. Alors moi, où je me situe parmi tout ça, eh bien, ce que je souhaite faire, c'est justement prendre soin de ceux qui prennent soin des enfants, aider chacun à devenir le parent ou l'éducateur qu'il souhaite être. Et c'est vrai que ma spécificité, comme je suis à la fois coach parental, coach de vie et thérapeute de la relation à l'enfant, je travaille vraiment à réparer et la relation avec l'enfant dont vous vous occupez, qui est à côté de vous, mais également avec l'enfant que vous portez en vous, votre enfant intérieur qui est là et qui souvent, effectivement, du fait des blessures que vous avez vécues dans votre enfance et face au quotidien que vous vivez avec votre enfant, par miroir, il y a des choses qui vont se réactiver. Et donc je propose des séances en consultation individuelle ou aussi en cercle de parole pour justement s'inspirer mutuellement, s'échanger des trucs et astuces, sortir de l'isolement et s'entraider, être solidaire dans ce chemin d'avant-garde. Et je propose aussi de l'analyse de pratique pour les équipes professionnelles. Voilà, je vais clore ici mon long parcours, mon long bavardage, en terminant sur une image. J'ai commencé tout à l'heure avec l'image du parent chercheur, j'ai envie de terminer avec l'image du parent jardinier, de l'adulte jardinier, parce que pour moi, là, je m'adresse vraiment à tout adulte auprès d'enfants. Essayons de cultiver, notre rôle finalement, c'est de nourrir la terre dans laquelle la graine qui est l'enfant est plantée, la nourrir de moments de bienveillance qui vont être de plus en plus nombreux, qu'on va essayer de répéter de plus en plus pour que cette graine puisse donner son plein potentiel et afin de construire du coup un monde plus fraternel. Parce que comme le disait à juste titre Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous ayons pour changer le monde. Merci à vous pour votre attention.